Micro-Info. Aujourd'hui, Ghislain nous montre comment créer une disquette de démarrage avec Windows 95. Nous allons aussi présenter un reportage sur le marché international du multimédia qui s'est déroulé à Montréal la semaine dernière. Nous recevrons un chroniqueur qui va nous parler aussi de l'INET 96 qui a lieu simultanément. On s'entretient tout d'abord avec Luc Fortin qui va nous parler d'une caméra vidéo. Bonjour Luc. Bonjour François. Quelle est cette caméra? Alors cette semaine, on va parler de la QuickCam de Connectix, qui est le nouveau modèle couleur qui est sorti la semaine passée. Alors la semaine passée, on disait qu'on avait parlé qu'on en parlerait cette semaine. On va voir ça immédiatement. Alors la caméra est un module, c'est une petite boule qu'on peut placer sur le dessus de notre ordinateur qui coûte environ 350 $ pour le modèle couleur. Et ce que ça nous permet de faire finalement, c'est de voir directement à l'écran de l'image. Donc autrement dit, on peut faire de la vidéoconférence ou tout simplement prendre des images de choses qu'on voudrait prendre avec une caméra. Je remarque que la caméra, par rapport au modèle noir et blanc, on voit une espèce de rond en avant. Oui, c'est parce que sur la lentille, il y a un focus. Donc, on peut faire l'ajustement du focus directement sur la caméra. La caméra, la manière que ça fonctionne, ces caméras-là, c'est qu'on se branche dans le port clavier et dans le port parallèle en même temps. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de brancher notre fil dans le port clavier et on passe notre clavier au travers. C'est un Y? C'est un genre de Y qui ont connecté que ça fait. Et aussi, on utilise le port parallèle. Par contre, on ne peut pas brancher d'imprimante. Quand on branche la caméra doit être exclusive. Donc, il faut penser à enlever notre caméra. Ce que ça va nous permettre de faire, ben, ça va être justement de faire de la vidéoconférence, comme on va le voir là, dans les prochains. C'est quoi le type de résolution qu'on utilise? Ben, la résolution qu'on a présentement, c'est 300 par 200. Donc, on a quand même de quoi de bien. On va aller, présentement, on est en 65 000 couleurs, mais on peut aller dans les millions de couleurs. Et on pourrait vraiment prendre de la photo avec ça. Donc, c'est pas vraiment comparable avec ce qu'on a vu de la caméra d'Epson ou de Casio. Mais exemple, pour quelqu'un qui est fixe en studio, pourrait prendre une photo d'une chaise, d'une table ou même de ses enfants pour les mettre sur Internet. Ça va donner une excellente qualité. Maintenant, on va regarder comment faire la vidéoconférence. C'est ça. Donc, le premier programme qu'on utilise qui vient avec Connectix, c'est QuickTix. C'est un logiciel qui nous permet de faire de la photo. Alors, ici, en bas, on a un petit voyant. Et donc, on peut mettre l'image plus ou moins foncée ou plus ou moins clair, dépendamment de ce qu'on veut faire comme qualité d'image. C'est à nous de nous ajuster directement. Aussi, ben, on peut faire l'ajustement plus manuel et on peut tout modifier les couleurs, tout ça, pour avoir un ajustement parfait. Tout ce qu'on a à faire quand on veut prendre une photo, on clique sur Take Picture, l'image va se prendre et là, on peut sauvegarder sur plusieurs formats bitmap, JPEG ou TIFF, donc c'est des formats quand même assez standards. On peut aussi enregistrer du vidéo. Oui, on va ouvrir l'autre programme ici. Alors, c'est un autre programme qui est fait par Connectix qui nous permet d'enregistrer du vidéo. Alors, on voit à l'écran que présentement, l'image est plus petite ou est moins belle, mais par contre, la résolution est beaucoup plus rapide. Donc, on peut monter dans le coin du 25 ou 28 frames par seconde, ce qui va être plus rapide que tantôt. Donc, ce qui va nous permettre d'enregistrer des vidéos. On voit que l'image est plus floue un peu, mais par contre, assez rapide. Là, si on envoie la main, c'est assez rapide. On paye sur Record et tout simplement, notre enregistrement se fait automatiquement. On paye sur Espace ou Arrêter. Et notre fichier s'est enregistré tout simplement sur notre disque dur. C'est un type AVI, je suppose? AVI, exactement. Donc, c'est les deux fichiers qu'on peut faire présentement avec ça. Une fois qu'on a la caméra branchée dans notre ordinateur, ce qu'on peut faire, c'est de faire tout simplement du CU-SeeMe ou d'autres programmes. Un des programmes qu'on va vous montrer dans quelques secondes, c'est CU-SeeMe, justement, qui permet de faire de la vidéoconférence par Internet. Maintenant, nous sommes rendus au marché international multimédia à Montréal et je vais parler avec M. Yves Paulus de Silicon Graphics et de la vidéoconférence. Alors, pouvez-vous nous expliquer, M. Paulus, comment faire pour aller faire de la vidéoconférence avec les Silicon Graphics? Oui, en fait, les Silicon Graphics, tous les postes Silicon Graphics viennent équipés d'une la fameuse caméra IndyCam. Et dépendamment de la bande passante qu'on a, on est en mesure de reproduire pratiquement du réel, du 30 frames secondes. Donc une qualité. En fait, on est en mesure de reproduire plus que 30 frames secondes si on le désire. Est-ce que c'est possible d'utiliser le Silicon Graphics pour faire soit de l'Internet ou de l'intranet? Oui, en fait, actuellement, les gens, l'équipe de Silicon Graphics, l'équipe mondiale de Silicon Graphics sont en train de se doter, ont déjà un intranet qui est numéro 1 au monde, qui s'appelle Silicon Junction. Silicon Junction, il greffe actuellement la partie vidéoconférence, incluant la partie des employés à domicile. On pourra communiquer entre eux à travers la planète. Avec ce même genre d'outils que vous avez ici. Alors, merci M. Paulus de Intoom Microboutique. Bonjour Ghislain. Bonjour François. Aujourd'hui, on veut répondre à des questions qui nous ont été posées souvent par nos téléspectateurs, c'est-à-dire comment créer une disquette de démarrage. C'est quoi l'utilité d'une disquette de démarrage? L'utilité, en fait, deux principales. La première chose, c'est que ça va nous permettre de redémarrer l'ordinateur si jamais on a un problème avec des fichiers système ou avec des fichiers de configuration. Deuxième chose, ça nous permet aussi
de faire le chargement de la machine, en fait le démarrage de la machine, avec beaucoup moins d'options dans les configs, de fichiers config 6 et AutoExec.bat, dans le cas des jeux, par exemple. Ça pourrait être utile là, pour les jeux DOS. Oui, c'est ça. OK. Comment on crée une disquette de démarrage, là? Deux possibilités. La première, c'est de la créer directement en installant Windows 95. C'est d'ailleurs une des questions qui est posée. Souvent, les gens vont répondre non à cette question-là. Donc, c'est la deuxième possibilité qui va être importante pour nous. C'est d'aller dans le menu, en fait, dans le bouton Démarrer, menu Paramètres, panneau de configuration. Ça se passe souvent dans ce coin-là. Dans l'icône qui s'appelle Ajout et suppression de programme. Alors, par la suite, on a un onglet, le dernier dans le fond, qui s'appelle Disquette de démarrage. Tout ce qu'on a à faire, c'est de placer une disquette haute densité, 1.2 MB, dans le lecteur et cliquer sur Créer une disquette, tout simplement. Ça, c'est pour Windows 95. Que contient cette disquette? Alors, la disquette contient, justement, on en a fait une. On va aller voir son contenu. Contient plein de choses. Premièrement, les fichiers système, des fichiers comme IO.6, MS-DOS.6 et command.com. Trois fichiers qui sont très importants au démarrage. Peu importe la performance de Windows 95, si un de ces trois fichiers-là n'est pas présent, l'ordinateur ne peut pas démarrer. Par la suite, on a des fichiers là, qui vont nous permettre, par exemple, AutoExec.bat, config.6, qui devront être modifiés dans le cas où on veut utiliser des jeux DOS. Et aussi, Windows 95 va aller placer des outils, comme ScanDisk, Format, 6.com, des choses comme ça. Essentiel, là. C'est ça. On peut voir comment ça marche au démarrage, là? Alors, ce qu'il faut faire, François, on va simuler un bris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre ordinateur. On va lui demander de redémarrer et on va placer la disquette dans le lecteur et c'est la disquette qui va être lue au lieu d'avoir le chargement de Windows 95. On vient de voir le résultat. Tu as écrit A2 points, rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a réglé comme problème? En fait, il n'y a rien de réglé. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de démarrer la machine. Le but premier de la disquette de démarrage, c'est de pouvoir démarrer l'ordinateur quand lui ne peut plus le faire. Donc, on vient de répondre à un problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de solutionner le problème. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que soit l'utilisateur a joué dans les fichiers config.6 et AutoExec.bat, et là, l'ordinateur ne peut plus démarrer. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va copier ces fichiers-là de la disquette vers le disque C avec la commande copie du DOS, copie espace config.6 ou AutoExec.bat, espace C2 points. Si jamais c'est les fichiers système, les fichiers importants du démarrage qui sont affectés, on peut utiliser la commande 6 SYS, espace C2 points. Ce que ça va faire, cette commande-là, c'est que ça va transférer le système sur le disque rigide. Et un coup que ça sera fait, on pourra enlever la disquette, redémarrer l'ordinateur et tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, on n'est pas encore libéré de DOS avec Windows 95. Pas tout à fait, non. Justement, là, on est dans DOS. Pour créer une disquette de démarrage DOS pour les jeux DOS spécifiquement, c'est quoi la commande? C'est la bonne vieille commande qu'on avait dans le temps, François, c'est la commande format. Alors, format, espace, A2 points ou B2 points, dépendant du disque, idéalement A2 points, /S pour système. On fait Enter là-dessus et il y aura formatage de la disquette et transfert des fichiers système. D'accord. Justin, on te remercie. Ça fait plaisir. On a beaucoup plus de détails sur les fichiers AutoExec et config sur notre site web dans la section sommaire de l'émission et aussi dans les archives section informatique. On se retrouve dans quelques instants avec Yves qui nous parle de jeux militaires. Bonjour Yves. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un méga simulateur. Oui, un nouveau simulateur de vol qui s'appelle Back to Baghdad par la compagnie Military Simulation Incorporated. C'est une nouvelle compagnie, c'est son premier jeu. C'est quoi un peu le contexte là, historique? Bon, on doit dire que le jeu se déroule 5 ans après la guerre du Golfe. Saddam Hussein est toujours aux commandes de l'armée irakienne. Il a reconstitué son armée comme elle était au départ, avant la guerre du Golfe. Il a repris le contrôle du Koweït, puis là, il menace de s'attaquer au sud. Alors, il faut qu'on retourne à Bagdad afin de terminer ce que George Bush a arrêté prématurément. Puis, il faut retourner là afin de terminer notre travail avec un nouvel appareil qui est le F-16C Block 50, qui possède l'armement nécessaire afin de parvenir à ces fins-là. C'est un jeu qui est quand même compliqué, là, c'est pas un jeu d'action. C'est un simulateur, ça, faut vraiment le spécifier. Oui. Puis la part des simulateurs, quand on joue avec le clavier, il y a beaucoup de touches, et ça, c'est pas une exception. On peut jouer avec des joysticks là, un peu plus performants? Oui, on peut jouer avec... le jeu en tant que tel supporte tous les joysticks de la compagnie Thrustmaster
et tous ceux de la compagnie CH. Mais on ne parle pas seulement aussi des joysticks, on parle également des pedals, les rubber pedals. Les palonniers. C'est ça, les palonniers en français. On doit dire également que la compagnie a bien programmé le jeu pour tous ces accessoires-là. Donc, toutes les options qui sont disponibles sur ces accessoires-là sont disponibles dans le jeu. Donc, tous les boutons qu'il y a sur les manettes vont servir. Parle-nous un peu du réalisme. Bon, au niveau du réalisme, on doit dire que par rapport à l'appareil, premièrement, le F16, c'est une réplique exacte du F16C, à part les forces G, évidemment, qui ne peuvent pas être reconstituées. Mais on dit que tous les 6 degrés de l'équation de mouvement de l'avion sont extrêmement précis. Les tactiques des adversaires sont exactement les mêmes qui sont utilisées afin d'entraîner les pilotes de l'armée américaine. Au niveau du terrain en tant que tel, là, du ground, le terrain irakien qu'on voit est représenté par une texture photo de 640 par 480. Il est tridimensionnel puis il est géospécifiquement précis, ce qui veut dire que les montagnes, les rivières, les villes, les édifices sont situés exactement au même endroit où ils sont réellement dans le monde. Les graphistes en tant que tels ont utilisé des photos aériennes fournies par la Défense nationale américaine qui ont été prises pendant la guerre du Golfe afin de créer un environnement le plus précis possible. Ils ont même utilisé des images satellites qui ont été fournies par la compagnie française Spot. Puis ces images-là en tant que telles, c'est les mêmes que le général, je crois. Oui, c'est difficile à prononcer, mais comme Schwarzenegger. C'est ça. C'est les mêmes que ce général-là a utilisé pour planifier ses attaques. En terminant, parlons aussi du radar, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial. Oui, quelque chose de spécial au niveau du radar. On a le radar le plus sophistiqué actuellement disponible, c'est-à-dire le Westinghouse APG-68. Mais la compagnie a intégré dans le jeu une option qui vous permet d'avoir un deuxième moniteur à côté du premier, qui vous permettrait d'avoir votre radar. Comment ça fonctionne? C'est qu'il faut absolument installer une carte graphique monochrome Hercule, puis un écran de 9 pouces monochrome. Qui va vraiment dispendieux parce que tout le monde s'en débarrasse. Tout le monde s'en débarrasse aujourd'hui, effectivement. Alors, le jeu possède tout ce support-là pour avoir ça, puis c'est le premier jeu de simulation de vol qui offre cette option-là. Tout en étant multijoueur. Oui, mais multijoueur, actuellement, on doit dire non. Actuellement, on ne peut pas jouer à deux à ce jeu-là. On va pouvoir jouer à plusieurs joueurs. La compagnie travaille sur un projet pour amener ce jeu-là sur Internet. Mais ça ne sera pas à 2 joueurs. Tiens-toi bien, ça va être à 50 joueurs en même temps. Alors, ça va brasser dans le cabane. On va pouvoir avoir son escadron personnalisé. Oui, effectivement. On va parler en terminant d'un autre jeu qui s'appelle Dive, The Conquest of Silvereye. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? OK, c'est un jeu de la compagnie Wizardworks. C'est un jeu d'aventure classique, un peu le même genre qu'Indiana Jones. Par contre, il y a des graphiques beaucoup plus beaux. C'est des graphiques qui seront comparables à ceux de Myst, de la compagnie Broderbund. On joue en tant que tel le rôle du professeur Frank Foster, qui est un archéologiste. Lui, en tant que tel, est à la recherche de Silvereye. Silvereye, c'est un mythe, c'est une légende. C'est une cachette de pirate qui n'a jamais été trouvée en tant que tel. Donc, il faut la trouver. C'est un jeu d'exploration qui est assez bien réalisé. Puis le jeu est réparti sur 4 disques CD-ROM. C'est un excellent jeu. C'est évident que la compagnie n'a pas réinventé la roue avec ce jeu-là, mais pour quelqu'un qui aime le thème des pirates et des jeux d'aventure, je pense que c'est un excellent achat. Puis il n'est pas dispendieux, il est sous la barrière des 30 $. Yves, c'est tout pour cette semaine. On te remercie. Bienvenue. À la semaine prochaine. Dans quelques instants, nous vous présentons un reportage sur le marché international du multimédia qui s'est déroulé à Montréal la fin de semaine dernière. La 3e édition du marché international multimédia, le MIM, s'est déroulée à Montréal du 27 au 29 juin. Simultanément avait lieu l'INET 96, le grand colloque des internautes. 3000 professionnels et 200 entreprises se sont donné rendez-vous au MIM pour nous présenter leurs nouveaux produits reliés aux multimédia et aux inforoutes. Le MIM était composé de 3 volets, le salon des exposants, les conférences internationales et les diverses compétitions. Parmi les exposants du salon, on retrouvait des producteurs et distributeurs de CD-ROM comme Quebecor Deal et Periodica. Nous vous présenterons d'ailleurs quelques-uns des produits qui sont mérités des CD-ROM d'or la semaine prochaine. Les fournisseurs d'accès Internet tels que Vidéotron et Bell étaient aussi de la partie. Rappelons que ces deux géants s'affrontent pour s'accaparer le monopole de la connectivité au Québec. Qui offre quoi? Qui sera vaincu? Luc nous fera part de ses premières impressions dans 2 semaines. Des concepteurs de sites web comme Invention Média, qui est responsable de l'incontournable site web et revue Branchez-vous, lançaient leur nouveau cybermagazine Alpha. Je les ai rencontrés.
Vous avez probablement tous vu cette publicité dans Branchez-vous. C'était écrit Alpha, disponible le 28 juin d'Invention Média. Je suis avec les gens d'Alpha. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est le site de Alpha? Alpha, c'est un cyber-magazine sur Internet, évidemment, qui est destiné aux technologies reliées à Internet. Donc, on parle de Java et de Shockwave? Évidemment, les nouvelles technologies d'Internet se retrouvent sur notre site Alpha. Alpha, donc, est l'endroit pour les tester, pour les visualiser, ces nouvelles technologies-là, et pour éventuellement les télécharger pour ceux qui sont intéressés. Actuellement, une des sections disponibles, c'est la section bêta. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette section? Actuellement, nous avons une comparaison entre les deux technologies, Shockwave et Java. Donc, les gens peuvent, de leur visualiser ce que c'est que ces deux technologies-là, les comparer, les pour et les contre de ces deux aspects-là. Si je veux apprendre Java ou Shockwave, est-ce que votre site peut m'aider? Effectivement, il y a une petite section d'enseignement qui contient divers niveaux donc d'explications pour les gens qui veulent se renseigner plus profondément sur ces sujets-là. Merci. Dans les diverses conférences internationales, on a discuté des tendances Internet, intranet et des CD-ROM. Si le concept de l'intranet vous est étranger, la semaine prochaine, nous recevons Patrick Turcotte qui viendra démystifier cette nouvelle mode. On a aussi discuté de l'intégration du multimédia dans les groupes de presse, la culture, le marketing, la vente ainsi que les loisirs. Ce n'est donc pas surprenant que le logiciel de publication multimédia et Internet Hyperpage, que nous avions présenté il y a 3 mois, a remporté le Grand Prix d'innovation technologique. Au salon, nous avons assisté à une explosion des ressources en matière d'éducation. En plus du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Patrimoine canadien et du ministère français de la Culture de la Francophonie, on retrouvait divers instituts de formation comme le Centre NAD, que nous vous ferons visiter d'ici la fin du mois, ainsi que de nombreux développeurs de logiciels et de sites web éducatifs. Nous avons rencontré un jeune concepteur de Québec. Je suis avec Marc Boutet de Logiciel de Marc. Bonjour. Bonjour François. Vous avez d'abord développé un logiciel qui s'appelle CD-ROM scientifique, c'est pour les petits débrouillards, mais vous avez maintenant adapté ça pour le web. Exactement. On a adapté donc le CD-ROM, le CD scientifique pour le web. Mais vous avez rajouté d'autres choses, c'est vraiment un site de découverte. C'est un site de découverte sur lequel on a mis un moteur de recherche, on a mis des index qui permettent de faciliter réellement la recherche d'informations dans quatre magazines en fait. Donc pas seulement les débrouillards, mais bien donc les débrouillards, Hebdo Sciences, Nos Racines et Horizon Canada. Est-ce que vous prévoyez ajouter d'autres magazines? Oui, on va ajouter éventuellement Protégez-vous et Cap au Diamant, qui va être une revue sur l'histoire du Québec. Quand on consulte les articles, est-ce que c'est uniquement du texte? Il n'y a pas uniquement du texte, il y a aussi des images qu'on peut retrouver. Donc, il y a au-delà de 15 000 images dans ce site-là qu'on peut retrouver avec les clés de recherche et le moteur intelligent de recherche d'information. Vous avez aussi un index, je suppose? Oui, on a un index des mots, des parutions et aussi des thèmes. Donc, si je m'intéresse par exemple aux animaux, je vais simplement aller dans l'index sur les animaux et je vais retrouver tout ce qui est paru sur les animaux dans les débrouillards, par exemple. Et si on veut consulter ça, mettons, on est un enfant et on va faire une recherche, est-ce que ça coûte quelque chose? Non, actuellement, c'est gratuit pour l'été. Donc, on veut offrir réellement l'accès gratuit pour l'été. Ensuite, on évalue toutes sortes d'alternatives, donc soit de commandites, soit de facturation minime, mais on préfère réellement avoir un système de commandite. Là. Actuellement, le site est commandité par Vidéotron pour les écoles. Merci, Marc. Merci beaucoup, François. En résumé, tous les aimants étaient en place pour faire de Montréal la capitale mondiale du multimédia et de l'autoroute de l'information en juin. C'était un bon salon, mais à notre avis, le prix d'entrée était exorbitant. En effet, le salon était ouvert au grand public seulement le 29 juin. Il en coûtait 15 $ si on avait réservé notre place avant le 15 juin et 25 $ si on avait omis de le faire. Je suis avec Benoît Guérin qui était à l'INET 96 qui s'est déroulé la semaine dernière. Bonjour Benoît. Bonjour François. L'INET est un très gros événement. L'INET, c'est l'événement par excellence pour tous les internautes à travers la planète. En fait, ça recoupe près de 3500 personnes qui ont participé cette année de plus de 150 pays à travers le monde. Ça se déroulait à Montréal cette année et l'an dernier à Honolulu. L'an prochain, ça se déroule où? En Malaisie. En Malaisie. Oui. Et quels sont les thèmes qui ont été abordés cette année? Cette année, en fait, ce qu'il y avait de plus particulier par rapport aux années dernières, où on traitait du côté technique d'Internet, donc de tout le développement du réseau, c'est l'aspect social. L'enseignement, par exemple, la politique, les influences d'Internet sur le milieu social en général. Justement, sur l'enseignement, sur le site web de INET 96, c'est le CRIM qui organise ça, qui organisait ça. Oui, en collaboration avec le CRIM et plusieurs autres commanditaires. Sur le site, on peut en savoir plus sur l'événement sur l'école. Je crois que INET va à l'école, c'est un événement quand même important.
Oui, ça a pris en fait toute une journée. En fait, c'était juste avant INET. C'est la journée précédant l'INET. Et ça a duré, l'événement a duré une journée en fait. Et ça a rejoint 300 enseignants à travers le Québec. Parce que le gouvernement, on l'a su il y a quelques jours, a lancé une vaste campagne là, où ils vont implanter des ordinateurs et l'Internet dans les écoles, et je suppose qu'ils ont parlé de ça. Ben, INET, c'était l'occasion par excellence pour lancer un programme politique, en fait pour lancer une politique face à l'enseignement, face aux écoles primaires et secondaires sur Internet. Il y a sûrement beaucoup de nouvelles qui t'ont attiré ton attention. Peux-tu nous en donner quelques idées? Ben, je me suis bien amusé avec Vint Cerf, qui est le père de l'Internet, si on veut. C'est quelqu'un qui est très sympathique et qui est facile d'approche. Puis qu'est-ce que tu as appris? Oh mon Dieu! Disons qu'on n'est pas rentré dans les détails. Ça a été une courte rencontre, puisque sur 3000 personnes, tu peux t'imaginer qu'il y avait bien des gens qui voulaient lui parler. D'accord. Et les nouveautés cette année? On a parlé peu de technologie, mais est-ce qu'il y a quand même des nouveautés? Si on se rend sur le site de l'Internet Society, on va voir un graphique. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'étendue de la connectivité d'Internet à travers la planète. En fait, toutes les parties du monde qui ont accès à Internet, c'est-à-dire au World Wide Web, c'est la partie la plus foncée ici. En mauve. En mauve. La partie, disons, plus ou moins jaune, vert clair, c'est la partie où il n'y a aucune connexion. Internet ne se rend pas du tout à cet endroit-là. Okay. Et ça a amené, pendant la semaine précédant INET, un nouvel atelier qui était destiné aux pays en voie de réseautage. Une nouvelle expression qui rejoint, tu t'en doutes bien. C'est le tiers-monde. Oui, tout à fait. Donc il y a un tiers-monde maintenant pour Internet. Il y a un tiers-monde pour Internet. Comme de quoi on n'arrête pas le progrès. Je suppose qu'ils ont proposé des solutions pour brancher le tiers-monde sur Internet? C'était, cet atelier-là avait pour but de donner les moyens et les outils, parce que les gens qui ont assisté à ces ateliers-là sont partis avec des livres, avec des logiciels, enfin tout ce qu'il faut pour établir un service Internet dans leur pays. Mais justement, tu es allé à l'INET, tu es revenu avec un CD-ROM que tous les gens qui allaient à l'INET avaient gratuitement. Oui, en fait, le CD-ROM est le résumé de tous les 4 jours de conférences à INET, c'est-à-dire les 200 conférences qui sont données. Tout le contenu se retrouve sur ce CD-ROM? Tout le contenu se retrouve là. Est-ce qu'on peut l'obtenir sans être allé à INET? Non, malheureusement, c'était disponible uniquement aux gens qui se sont inscrits à l'événement. D'accord. Et pour ce qui est du Québec, son sentiment au Québec, est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir? Mais il y a le gouvernement qui a fait son annonce fracassante, si on veut, du 318 millions qui était destiné à l'enseignement, à établir, à faire en sorte que les écoles puissent être tous connectés à travers le Québec. Le Canada a promis la même chose pour l'ensemble du Canada, d'ici 1997. Je suppose qu'on a parlé de cette fameuse loi de censure qui avait été votée par le gouvernement américain et qui a été, jusqu'aux dernières nouvelles, abolie. Oui. Ça, comme tu peux te l'imaginer, ça a fait la joie de tous les internautes qui étaient sur place, parce que c'était reconnaître enfin qu'Internet n'était pas censurable, que tout le monde avait le droit de s'exprimer sans qu'un gouvernement ou une entité quelconque, que ce soit une entreprise ou autre chose, puisse avoir un pouvoir sur Internet. Pour Montréal, ça va créer d'importantes retombées. Est-ce que le maire de Montréal a parlé de nouveaux développements? Oui, le maire de Montréal s'est engagé à faire de la ville de Montréal la ville la plus branchée à travers le monde. Donc, tout un contrat. Ben Benoît, on te remercie. Tu vas nous revenir dans 2 semaines, tu vas nous parler de la connectivité avec les programmes de Bell et de Vidéotron. Oui, particulièrement celui de Bell, en fait, Bell a annoncé lors de la séance d'ouverture d'INET 96 un nouveau programme de connectivité beaucoup plus rapide. Merci Benoît. C'est déjà tout pour Micro-Info. Je vous rappelle que l'émission est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos questions sur notre répondeur téléphonique au 666-3484. Notre prochaine émission en direct aura lieu le 26 juillet. Nous prendrons à ce moment-là vos questions sur notre répondeur, ainsi que les questions en direct et le courrier électronique. Bonne semaine.